programme vous est offert par Illico Cash. Naufrage des victimes du lac Kivu. Le corps ont été enterrés ce jeudi à Goma et d'autres sont acheminés à Bukavu. Les familles des victimes du naufrage ont organisé leur deuil après la réunion d'évaluation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo représenté par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. En santé, des nouveaux cas du virus Marburg sont enregistrés dans la province de l'Ituri. Le service de la protection des civils de cette province qui alerte sur les risques de propagation de cette maladie appelle à un renforcement des mesures de lutte contre cette épidémie. Et en sport, belle victoire pour les Léopards de la RDC à domicile. Les Fauves congolais ont eu raison de la Tanzanie 1-0 en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et oui, qui place également la République démocratique du Congo dans une bonne voie pour une qualification. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Les familles des victimes du naufrage ont organisé leur deuil après la réunion d'évaluation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo représenté par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, le gouverneur plutôt du sud Kivu et le vice-gouverneur policier du nord Kivu qui promettent leur accompagnement en mettant à la disposition des familles des moyens nécessaires. Ce jeudi, 11 corps repêchés de Goma ont été enterrés alors que les 20 autres corps seront ramenés à Minova pour l'organisation des obsèques selon les traditions. Ce fait, les familles des corps repêchés après les naufrages du 3 octobre 2024 vont enterrer dignement les leurs. Elles ont été en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, aux côtés du vice-gouverneur policier. Au sortir de la rencontre, Aziza Mounana Nathalie a expliqué ici les contextes dans lesquels elle est descendue ici à Goma. Nous avons un président social, humanitaire, compatissant, un président accessible, un président qui a sa main sur le cœur. Aussitôt que le président était informé, il a instruit la Première ministre. La Première ministre m'a dépêché, dans quelques heures j'étais là. Le gouvernement national a fait tout ce qui est à son pouvoir pour pouvoir accompagner dignement les familles éprouvées. J'ai échangé avec eux, les faire comprendre. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Le président de la République était là en 2019, a remis 1000 gilets pour essayer d'éviter autant de dégâts humanitaires. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été respecté. Qu'à cela ne tienne, je les ai exhortés qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, mais ça n'empêche pas que le gouvernement puisse les accompagner, puisse le venir en appui. L'occasion pour l'élu de Goma de remercier le gouvernement pour la promptitude et l'accompagnement des familles. La phase que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, c'est la phase de la solidarité nationale du gouvernement vis-à-vis des victimes. Et toutes les dispositions ont été prises pour accompagner les 11 familles qui ont perdu 11 personnes ici dans la ville de Goma. D'autres qui sont morts seront assistés au niveau de Bukavu ou de la province du sud Kivu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à poursuivre les recherches dans les profondeurs du lac, mais ce n'est pas une mince affaire. Le drone a repéré l'épave à 500 mètres de la côte et pour une profondeur de 200 mètres. Nous continuons les recherches, mais vous savez qu'il y a une couche de gaz à partir de 12 mètres, 15 mètres. Tout de suite, après, la ministre s'est rendue à l'hôpital Kéchero pour toutes les formalités administratives des rescapés qui, pour certains, doivent déjà quitter l'hôpital. Elle s'est enfin rendue à l'hôpital provincial pour boucler la boucle à la situation des rescapés. La République démocratique du Congo a témoigné de sa solidarité et un appel a été lancé encore une fois aux populations pour des voyages plus sécurisés.
Et l'élu du territoire d'Ango au Bawele, qui était en tournée de travail avec le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabongo Modiavita, estime que c'est la seule manière de rétablir l'autorité de l'État dans le Bawele, province qui connaît une forte présence des rébellions centrafricaines de la Seleka et Anti-Balaka, le sud-soudanais de Nasfa, les Ougandais de la LRA et les éleveurs armés tchadiens des Mbororo. Oui, grâce à Neema, qui a d'ailleurs mené ce plaidoyer depuis une dizaine d'années, estime que la faible présence militaire sur une frontière qui sépare la République démocratique du Congo du Soudan du Sud rend la situation sécuritaire trop fragile. En preuve d'insécurité généralisée causée par les présences des rebelles centrafricains de la Seleka et Anti-Balaka, les éleveurs armés tchadiens Bororo, les rebelles ougandais de la LRA et les sud-soudanais de la NASFA, les populations du Bawele, particulièrement les territoires d'Ango et Bondo, souffrent terriblement. Elles sont soumises aux joutes de ces forces étrangères arrivées sur le territoire congolais suite à la porosité des frontières avec l'Ouganda, le Soudan du Sud et la République centrafricaine. Les administrateurs des territoires du Bawele ont demandé à Grace Neema de s'activer pour obtenir la création de cette base. Notre souci était juste de rencontrer notre élu de la province du Bawele sur la problématique des PDSA 45 territoires, y compris la situation sécuritaire qui gangrène dans notre province et plus précisément dans les territoires de Ango et de Bondo. Il ne se passe pas une semaine sans exaction sous la menthe des chefs coutumiers du Bawele. Ils ont demandé à la questeur adjointe de l'Assemblée nationale de mener son plaidoyer jusqu'au bout, c'est-à-dire obtenir la création d'une base militaire dans le Bawele. En tout cas, on a échangé même avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale sur tout ça. En tout cas, c'est nous d'ailleurs et nous, des chefs coutumiers du Bawele, nous avons réclamé dans notre mémo donc l'autonomie de la région militaire ici dans la province du Bawele. La création d'une base militaire est plus que jamais nécessaire pour rétablir l'autorité de l'État et ainsi libérer nos populations qui sont sous le joug des rebelles étrangers. Il faut rappeler qu'après les provinces de l'Ituri et de la Chopo, le vice-premier ministre en charge de la défense qui était en tournée d'évaluation de la situation sécuritaire dans la Grande Orientale est passé par Isiro dans le Bawele le samedi dernier avant de se rendre à Buta au Bawele où il a séjourné lundi et mardi. Et puis le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, hausse le ton face à l'inaction dont fait preuve la Cour pénale internationale dans le traitement des dossiers de la RDC contre le Rwanda. C'était au cours d'une réunion avec le procureur adjoint de la CPI tenu mercredi que Samuel Mbemba a fait savoir l'indignation de la population congolaise face au silence qu'observe cette instance judiciaire internationale dans cette affaire. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, a fait savoir au procureur adjoint de la Cour pénale internationale l'indignation, la colère et l'incompréhension du peuple congolais qui se convainc de plus en plus que cette Cour n'a nullement la volonté de traiter les dossiers de la RDC. Ceci ressort d'une réunion que Maître Samuel Mbemba Kabouya a eue le mercredi 9 octobre dernier avec le procureur adjoint de la Cour pénale internationale ainsi que les membres du bureau de la Cour à La Haye en Hollande. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour Samuel Mbemba Kabouya, le peuple congolais ne comprend pas pourquoi la CPI reste silencieuse face à l'agression de la RDC par les Rwandais alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie. La RDC a pour sa part saisi la Cour à 2 reprises. Fort malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction, s'indigne les vice-ministres de la Justice et contentieux international.
La rocade de Kinshasa n'est pas une utopie, elle est plutôt réelle. Sur le chantier de 63 km de contournement de la ville de Kinshasa, les travaux avancent à pas de géant, à la grande satisfaction du ministre d'État des ITP. Le patron des infrastructures congolaises a visité les rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa hier mercredi, accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat. 4 mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant. Accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Alexis Guissaro-Mouvouni donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à cette route. Le ministre d'État, Guy Loandomboyo, précise que son ministère interviendra dans la planification pour l'occupation des espaces tout au long de la rocade. Donner vie veut dire essayer de jeter les jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade. Dans cette action interministérielle, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat annonce pour sa part l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain dans la commission déjà mise en place pour le suivi de ce projet. Création de plus de 6 millions d'emplois en République démocratique du Congo selon la vision du chef de l'État prônée par le gouvernement souminois et la redynamisation de l'inspection du travail. C'est l'essentiel de l'échange ce jeudi à Kinshasa entre le ministre de l'Emploi et du Travail et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Ephraim Akwakwa et Lucie Damlé ont aussi abordé d'autres questions relatives à la coopération entre Kinshasa et Washington. Le raffermissement de relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans les secteurs de l'emploi et du travail, en rapport avec les priorités du gouvernement Judith Souminois, conformément au premier engagement pris par le chef de l'État relatif à la création de plusieurs emplois et la redynamisation de l'inspection du travail en RDC, ces deux questions ont été évoquées au cours des échanges fructueux que le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu jeudi 10 octobre 2024 avec Lucie Damlé, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. On a parlé de l'importance de protéger les droits des travailleurs, aussi de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus surtout dans le secteur minier. Et je lui ai reconfirmé notre engagement américain ferme d'être un partenaire fiable avec le ministère. La diplomate américaine qui était accompagnée de 3 de ses proches collaborateurs a par ailleurs salué la détermination du ministre Ephraim Akwakwa d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs congolais. Je vois quelqu'un qui lui-même est très engagé, qui connaît très très bien le secteur et aussi un défenseur des droits des travailleurs et aussi le bon fonctionnement de tous les systèmes de travail. Les deux personnalités ont aussi émis le vœu de voir plusieurs projets communs se matérialiser, notamment la lutte contre le travail forcé des enfants et contre les violences de tout genre dans les milieux professionnels. Et puis le ministère de la formation professionnelle en collaboration avec le gouvernement provincial de Kinshasa organise la toute première édition de la foire de la formation professionnelle de la RDC du 24 au 26 octobre 2024. Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, veut à travers cette foire accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la création d'emplois et lutte contre la pauvreté en RDC.
C'était en présence des membres du ministère de la formation professionnelle et du gouvernement provincial de Kinshasa que le ministre Marc Ekila a annoncé la tenue de la première édition de la foire de la formation professionnelle de la RDC sur les thèmes formation professionnelle, levier des développements du capital humain et de la croissance socio-économique de la RDC. Cette foire permettra aux jeunes Congolais, particulièrement les Kinois, de se choisir une filière de formation en vue de participer au développement du pays tel que voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle et initiateur de ces projets, explique les bienfaits de cette foire. Je tenais aussi à préciser la raison d'être de la création ou de l'instauration de cette foire. C'est notamment susciter de l'intérêt à la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population. Et parce que dans notre pays, on a souvent tendance à croire que la formation professionnelle, c'est une seconde chance, c'est pour les gens qui n'ont pas pu avancer plus loin avec les études, ce qui n'est pas le cas. Pour rappel, c'est du 24 au 26 octobre 2024 que va se dérouler cette foire organisée en partenariat entre le gouvernement congolais représenté par les ministères de la formation professionnelle et le gouvernement provincial de Kinshasa. Il s'agit d'une initiative qui touche directement au premier engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est celui de créer plus d'emplois et de lutter contre la pauvreté en RDC. Et dans la province de l'Ituri, une nouvelle menace sanitaire profile à l'horizon avec l'apparition du virus Marburg signalé dans la ville de Goma. Le service de la protection civile, par le truchement de son coordonnateur, appelle au renfort des mesures de lutte contre cette épidémie dont les premiers cas sont signalés. La République démocratique du Congo se prépare à faire face à une nouvelle menace sanitaire. Il s'agit du virus Marburg. Les 10 premiers cas ont été signalés dans la ville de Goma, au nord Kivu. Le service de la protection civile de l'Ituri, pendant ce temps, appelle à un renforcement de mesures de lutte contre cette épidémie. Robert Jalonga, coordonnateur de cette structure, souligne les risques de propagation entre les deux provinces qui partagent des frontières terrestres et aériennes. Pour lui, il est impératif que des mécanismes de protection soient mis en place pour stopper la propagation du virus Marburg. Ces virus, qui appartient à la même famille que les virus Ebola, provoquent une fièvre hémorragique et nécessitent une vigilance accrue. L'appel est également lancé aux partenaires œuvrant dans les secteurs de la santé à intensifier la sensibilisation auprès de la population. La culture de l'observance des mesures barrières est essentielle pour prévenir toute propagation. En Ituri, la protection civile appelle à une prise de conscience collective pour lutter contre cette maladie. Les premiers cas dans la province voisine doivent servir d'alerte pour tous. Face à cette menace, il est crucial que chaque citoyen prenne ses responsabilités pour protéger sa communauté en s'informant et en restant vigilant. Nous à présent dans le Haut-Katanga où au-delà de la qualité d'enseignement, l'université de Lubumbashi fait parler positivement d'elle en termes d'infrastructures. Les députés provinciaux ont été impressionnés par l'organisation trouvée à la morgue des cliniques universitaires. Les députés provinciaux du Haut-Katanga sont venus s'enquérir de l'état des lieux des morts de l'hôpital général Jason Sindwe et des cliniques universitaires après une motion d'information initiée par l'honorable Hilaire Mobombe à la récente plénière. Ici, à la morgue de l'hôpital Jason Sindwe, la situation est déplorable. Les corps sont superposés et les installations sont archaïques. Bref, aucun respect du mort. Et ce que nous avons constaté, c'est vraiment déplorable. Cette morgue, c'est une première qui doit accueillir presque la grande partie de la ville de Lubumbashi. Il y a urgence d'intervenir. Après l'hôpital Jason Sindwe, direction les cliniques universitaires. Ici, des nouveaux frigos mortuaires sont disponibles. Ils seront bientôt installés. Le professeur Dr Assoumani, sans honte, je préfère le dire que c'est vraiment un digne fils dont le pays a besoin par rapport au décollage, par rapport à la chasse de l'opprobre. Parce que longtemps, vous savez que le pays a été dans l'opprobre.
ces félicitations, nous les répercutons au comité de gestion que dirige le main de maître, monsieur le recteur, le professeur ordinaire Tishiba Fitoula Gilbert, qui lui, au lendemain déjà de son investiture comme recteur de cette université, il avait fait des cliniques universitaires son cheval de bataille. Et il dira aussi, en deux mots simples, qu'il préfère échouer partout, sauf aux cliniques universitaires. Les députés, qui sont l'émanation de la population, sont déterminés à suivre les dossiers pour que l'état des morgues soit amélioré dans la province du Haut-Katanga. Et en parlant des députés provinciaux, ceux de Kinshasa ont au cours d'une séance plénière adopté le projet de calendrier des matières qui seront traitées durant cette session ordinaire de septembre 2024. Parmi les nouvelles matières retenues dans ce calendrier, dans le domaine législatif, l'on note notamment l'examen et le vote du projet des 10 portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023, mais aussi le projet des 10 portant budget de Kinshasa pour l'exercice 2025. Lors de son intervention, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a présenté une nouvelle proposition déjà déposées au bureau en vue de leur examen et de leur intégration à l'agenda des séances plénières à venir. Le président de l'APK a également exhorté les députés provinciaux à intensifier leurs efforts pour offrir aux habitants de Kinshasa un bilan solide d'ici la fin de la législature. Il a mis un accent particulier sur la nécessité de garantir la stabilité de la première institution de la capitale, un enjeu crucial dans les contextes actuels. Lévi Mbuta a par ailleurs salué la production législative exceptionnelle de l'Assemblée en cours de cette législature, avec un total de 38 projets déposés au bureau de l'APK. Cette performance législative, selon lui, témoigne de l'engagement des élus provinciaux à répondre aux attentes des citoyens. À peine la plénière publique clôturée, une nouvelle session à huis clos a immédiatement pris le relais, laissant présager des discussions internes potentiellement cruciales pour la suite de travaux. Les Quinois qui nous ont élus un bon travail, c'est ce que nous attendons. Et là, nous insistons aussi sur le fait que l'Assemblée provinciale doit être une institution stable. Et la stabilité de notre institution dépend en grande partie de notre majorité, de notre maturité, notre maturité, notre esprit de fair play, c'est ça aussi la politique. On n'a pas besoin d'avoir des institutions instables. Cette séance intervient dans un contexte où l'Assemblée provinciale de Kinshasa doit redoubler les efforts pour répondre aux défis législatifs et administratifs de la capitale congolaise. Et en Ituri, Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national, poursuit sa mission d'inspection des projets lancés par cette entité publique à Bunia. Ce lundi, le numéro 1 du FFN a tenu d'importantes réunions avec les entreprises œuvrant dans le secteur de l'environnement ainsi que le personnel du FFN en vue de maximiser davantage les recettes selon la vision du chef de l'État. Dans une mission d'évaluation des projets exécutés par les Fonds forestiers nationaux en Ituri, le numéro 1 de ces services de l'État, Honoré Mulumba Kalala, a initié différentes rencontres avec des partenaires, acteurs et coopératifs œuvrant dans le secteur de l'environnement. Ce lundi, ces délégués de la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a tenu une séance de travail d'environ 2 heures avec les membres de la FEC de l'Ituri, l'un des partenaires privilégiés de l'État congolais. Ces derniers ont réitéré leur engagement qui est celui de travailler ensemble et une autre étape était concentrée essentiellement aux audiences. Ici, les coopératives minières, pétrolières, exploitants forestiers ont été sensibilisés par les DG de ces services étatique sur l'importance du paiement des taxes en vue de maximiser les recettes au profit du trésor public. Nous avons compris que la matière n'est pas bien comprise et qu'il faut, ou qu'il fallait, j'allais dire, une séance de pédagogie ou une séance pédagogique et nous devons continuer à faire cela, à vulgariser pour faire comprendre les droits des uns et les devoirs des autres. Des discussions qui se sont poursuivies jusqu'au 8 octobre, cette fois-ci avec les agents et cadres du FFN, antenne provinciale. De ces discussions, de nouvelles perspectives en vue de redorer l'image de ces services
de l'État à Ituri ont été annoncés. Le gouvernement militaire a s'accaparé de cela et quand nous construirons ce grand parc, vous verrez plus de 200 à 1000 camions être bloqués parce que nous devons vérifier s'ils ont payé ou pas. Signalons que depuis 2019, l'année où Honoré Mulumba Kalala a été promu à la tête du FFN, cette entité de l'État connaît des fortes mobilisations des recettes grâce notamment au travail bien fait du patron du Fonds forestier national qui applique sans contrainte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans le Lomami, le procureur général près la cour d'appel du Haut-Lomami, Benjamin Goy Matamba, visité la prison centrale de Kamina, question de vérifier les dossiers relatifs aux détenus préventifs et à ceux qui ont été condamnés et ayant déjà purgé les 1/4 de leur peine. Ces derniers bénéficieront de la libération conditionnelle. Dans le cadre de la politique du désengorgement des différentes prisons de la RDC initiée par le magistrat suprême en la personne de son excellence Félix Tshisekedi, chef de l'État, et appliquée par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutamba, l'autorité numéro 1 de toutes les instances judiciaires du Lomami, le PG Benjamin Goy Matamba, a procédé au contrôle de la régularité des détentions préventives concernant les détenus préventifs à la disposition du parquet général du Lomami, parquet des grandes instances des Kamina et des divers parquets prélétripés des 5 territoires du Lomami au niveau de la prison centrale des Kamina. Séance tenante, chaque magistrat instructeur a été appelé à expliquer les faits infractionnels pour lesquels un détenu a été placé en détention préventive. Après cette première étape, le procureur général a, lors de son message adressé aux prisonniers, instruit Madame Bouyou Thérèse, directrice de la prison centrale des Kamina, qu'un travail soit fait en vue de préparer les dossiers des détenus condamnés ayant déjà purgé le 1/4 de leur peine et ayant fait preuve d'une bonne conduite, et ceux-ci bénéficieront des mesures relatives à la libération conditionnelle. Message qui a été salué par tous les prisonniers. S'agissant des détenus préventifs dont les dossiers viennent de faire l'objet d'un contrôle systématique, ils bénéficieront soit des mesures de main levée de leur détention, soit des mesures de mise en liberté provisoire en attendant la suite de l'instruction préjuridictionnelle. En ce qui concerne les infractions qui ne seront pas concernées, il s'est confié à la presse. Au regard des dispositions légales et réglementaires régissant le secteur pénitentiaire, il est important de souligner que ceux qui ont commis des crimes de sang, c'est-à-dire meurtre, assassinat, ceux qui ont commis des crimes ou des infractions à caractère sexuel, viol et autres infractions à caractère sexuel ne peuvent pas bénéficier des mesures relatives à la libération conditionnelle. Bien sûr que non. Donc, ceux qui ont commis les infractions de détournement des deniers publics ne peuvent pas en être bénéficiaires. Et en prélude de la grande cérémonie du sommet de l'unité de l'ERC prévue le 12 octobre au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa, plusieurs leaders religieux du mouvement de réveil se sont retrouvés ce jeudi à Hilton Hotel pour des échanges visant à diminuer les facteurs divisionnistes et pour promouvoir les facteurs de fédérateurs au sein de cette communauté religieuse. D'éminents hommes de Dieu de renom se sont succédés tour à tour à la tribune, exposant chacun sur un thème bien précis. Pour sa part, l'archevêque président et représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, Ejiba Yama Pia Evariste, est revenu sur les thèmes leadership et défis. Il a exhorté les leaders religieux à savoir gérer leur influence qui ne restera pas éternelle. Les portes sont ouvertes. Nous avons besoin de tout le monde, c'est ça l'unité. Nous reconnaissons aussi qu'il y a des gens qui observent, qui disent, nous verrons jusqu'où ils vont aller, c'est après cela que nous saurons nous approcher. Nous les attendons, vous êtes les bienvenus et personne ne sera laissé de côté. Nous sommes tous le mouvement de réveil, nous sommes tous les charismatiques, nous sommes tous les évangéliques, bienvenue à tout le monde.
Présent à cette activité, Tony Kankushiko, au représentant du chef de l'État, a salué cette initiative qui vise à unifier l'Église du Réveil. Il a promis l'accomplissement de la présidence de la République à l'RSC. L'union qui se fait aujourd'hui est très importante pour le développement du pays, pour la paix de ce pays, pour les transformations de ce pays. Elles doivent d'abord être spirituelles. Au cours des interventions, l'on a assisté à des poignées de main en signe de réconciliation entre les pasteurs qui autrefois étaient à couteau tiré. Plusieurs résolutions découlent de ces assises, notamment l'obligation pour chaque serviteur de poser les actes dans le sens de l'unité, privilégier la formation sacerdotale à travers les colloques et autres. Ainsi, le chemin est balisé pour le grand rendez-vous du 12 octobre au chapiteau du Palais du Peuple. Allez, on va parler sport, plus précisément le football, avec cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Belle opération effectuée tout à l'heure par la RDC face à la Tanzanie. Eh bien, match emporté par 1-0 au stade de Martyrs, but marqué par Chancel Mbemba avant d'aller jouer la manche retour face au Taifa Stars le mardi prochain, mardi 15 octobre à Dar es Salaam. Venons en rappel les principaux titres. Belle victoire pour les Léopards de la RDC à domicile. Le Fauve congolais ont eu raison de la Tanzanie 1-0. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le but congolais est l'œuvre de Chancel Mbemba. Un naufrage des victimes du lac Kivu. Le corps ont été enterrés ce jeudi à Goma et d'autres sont acheminés à Bukavu. Les familles des victimes du naufrage ont organisé leur deuil après la réunion d'évaluation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Et en santé, de nouveaux cas de virus Marburg sont enregistrés dans la province de l'Ituri. Le service de la protection civile de cette province, qui alerte sur les risques de propagation de cette maladie, appelle à un renforcement des mesures de lutte contre cette épidémie. C'est la fin de ce journal que nous dédions au directeur général de Télé 50, Espace 50, monsieur Jean-Marie Kassamba, qui souffle une bougie de plus. Joyeux anniversaire. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.